Qu'est-ce que ça signifie avoir une vie bonne? Est-ce une vie remplie de plaisir? Une vie moralement exemplaire? Une vie où tous nos désirs sont comblés? Une vie alignée sur nos valeurs les plus profondes? Ou encore une vie fondée sur des biens universels, objectivement bons pour l'épanouissement humain? On veut tous vivre une vie qui en vaut la peine. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Derrière cette quête personnelle se cache l'une des plus anciennes énigmes de la philosophie. Depuis l'Antiquité, ces questions passionnent les plus grands penseurs et les plus grandes penseuses. Aujourd'hui encore, la philosophie du bien-être est un champ en pleine effervescence, divisé entre de nombreuses théories concurrentes. Alors comment s'y retrouver? Et surtout, quelle théorie rend le mieux compte de ce qu'est réellement le bien-être? Eh bien, c'est exactement ce que cette série d'enquêtes philosophiques vous propose d'explorer. Présentée par le cabinet Evexia, accompagnement au mieux-être, et animée par Laurence Lévesque, doctorante en philosophie. Plongez au cœur des grandes théories du bien-être et posez-vous, vous aussi, la question « Qu'est-ce que bien vivre? » Bienvenue dans le 3e épisode de cette série sur comment théoriser le bien-être humain. Faut-il satisfaire tous ses désirs pour être heureux? Notre capacité à satisfaire nos désirs, que ce soit avoir une voiture de l'année, réussir à courir un marathon, être en relation ou encore manger dans un bon resto, c'est étroitement lié à notre niveau de bien-être. Si on a plein de désirs puis on parvient à en satisfaire aucun, notre niveau de bien-être, il va pas très bien. Puis les désirs ici sont compris comme une forme d'objectif, quelque chose qu'on veut, quelque chose qu'on souhaite, donc un désir tout simplement. Et c'est sur cette intuition-là de base que satisfaire nos désirs, c'est important pour le bien-être, que certains théoriciens et théoriciennes du bien-être vont dire que le bien-être, c'est la satisfaction de ses désirs. Donc avoir une bonne vie, c'est avoir une vie où nos désirs sont satisfaits. En ce moment, vous pouvez simplement vous poser la question, qu'est-ce que vous désirez dans la vie? On a des désirs qui sont plus grands, on a des désirs qui sont plus petits, mais on a plein de désirs, plein d'objectifs, plein de choses qu'on souhaite avoir dans notre réalité. Et pour être heureux, certains diraient que on doit satisfaire ces désirs-là, ce qui est aussi assez intuitif. Mais est-ce que c'est suffisant pour théoriser le bien-être au complet? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Mais avant de commencer, je fais un petit message rapide. Si vous voulez vous abonner à La Vie Bonne, pour moi, ça fait une grande différence. Puis ici, on réfléchit tous ensemble. C'est un peu ça l'objectif. Donc, le fait de vous abonner, ça vous fait participer à cette grande conversation-là qu'on a autour du bien-être. Et ça vous donne une option gratuite d'encourager ce projet-là et d'encourager la création de contenu qui va s'en venir. Ceci étant dit, aujourd'hui, on analyse les théories qui réduisent le bien-être à la satisfaction des désirs individuels. Donc, pour notre enquête d'aujourd'hui, voici un petit peu le plan de match. Premièrement, on va se questionner sur c'est quoi les théories du bien-être de satisfaction des désirs. Deuxièmement, on va s'intéresser à une objection super intéressante qui est l'objection des désirs défectueux. Vous allez peut-être même voir que vous avez des désirs qui sont défectueux. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on doit satisfaire ces désirs-là, même s'ils sont peut-être problématiques pour notre bien-être? Troisièmement, on va analyser une défense contemporaine de la satisfaction des désirs, soit celle de Donald Bruckner. Et finalement, on va conclure sur c'est quoi les avantages et les limites des théories de satisfaction des désirs pour analyser leur potentiel en tant que théorie efficace du bien-être. Donc, c'est quoi les théories de satisfaction des désirs? Petit rappel, je vous ai dit que les théories du bien-être se divisaient principalement en deux grandes catégories, les théories subjectivistes et les théories objectivistes. Pour les théories subjectivistes, le bien-être dépend 100% du point de vue de l'agent, dépend de la réalisation, de la satisfaction de certaines de ses attitudes favorables, dont les désirs, et les théories objectivistes qui disent qu'il y a des choses qui sont bonnes universellement, qui sont bonnes pour tout le monde, et que c'est la possession de ces biens-là objectifs qui serait bon pour le bien-être des individus. Vous l'aurez compris que les théories de satisfaction des désirs se retrouvent sous la catégorie des théories subjectivistes. Donc pour ces théories-là, le bien-être, c'est la satisfaction des désirs de l'individu au fil du temps, peu importe c'est quoi le contenu de ces désirs-là. Parce que, on se rappelle, pour les théories subjectivistes, le bien-être est vraiment relié au point de vue de l'agent lui-même. Je pense que de mettre le désir au centre du bien-être, c'est une idée qui est quand même assez intuitive. Je veux dire, si on réalise ses désirs, on satisfait les désirs qu'on a, assurément notre bien-être va augmenter. Puis si au contraire, on a plein de désirs, mais ils sont tous frustrés, on les satisfait pas, notre bien-être va grandement en écoper. Donc si vous souhaitez faire le tour du monde, tomber amoureux ou amoureuse, avoir une famille unie, et que vous satisfaisez ces désirs-là, selon les théories de satisfaction des désirs, vous avez une vie haute en bien-être. Souvent, ce qui va revenir dans la littérature sur le bien-être, c'est que, excusez l'expression anglophone, mais c'est que les humains sont des goal-seeking creatures.
Donc, les êtres humains, c'est des créatures qui vont chasser des objectifs. On va avoir des objectifs dans la vie, des choses qu'on souhaite, des choses qu'on désire, et ben c'est la réalisation, la satisfaction de ces objectifs-là qui va impacter positivement notre niveau de bien-être. Donc, plus précisément, une version simple des théories de satisfaction des désirs va nous dire que le bien-être d'un individu X est égal à sa quantité nette de désirs satisfaits moins sa quantité nette de désirs frustrés. Contrairement aux théories hédonistes qui vont mettre l'emphase sur le plaisir, les théories de satisfaction des désirs mettent l'emphase sur les désirs. Donc, plus grossièrement dit, ils vont focuser sur l'accomplissement de nos objectifs. Et c'est pour ça que les théories de satisfaction des désirs sont extrêmement populaires en économie. Parce que calculer le niveau de bien-être des gens, c'est le genre de chose qui est pertinente en économie. Et calculer le bien-être des gens par rapport à leur quantité de désirs satisfaits ou d'objectifs satisfaits, c'est super efficace en économie. Mais par contre, au niveau psychologique, au niveau des états mentaux des individus, c'est plus difficile à évaluer. Donc, c'est des théories qui sont un petit peu moins populaires en psychologie. L'hédonisme, ça va être une théorie qui est très populaire en psychologie. En parlant de l'hédonisme, un des plus grands avantages des théories de satisfaction des désirs, c'est qu'ils permettent de surmonter l'objection de la machine à expérience de Robert Nozick qui mettait à mal les théories hédonistes du bien-être. Si vous avez pas vu l'épisode sur les théories hédonistes du bien-être, donc le bien-être égale plaisir, ben je vous invite à retourner l'écouter si vous voulez. Mais rapidement, la machine à expérience qu'elle dit, c'est que si le bien-être se réduirait vraiment à la quantité de plaisir qu'on a, d'expériences subjectives de plaisir qu'on a, ben une vie où notre cerveau est simplement branché à une machine, puis nous, on est comme ça, on fait absolument rien, mais que notre cerveau est stimulé de plein de plaisirs, ben ça devrait être qualifié comme une vie hyper haute en bien-être. Mais en réalité, on a une intuition qui dit que, ouais, attends une minute, il y a peut-être quelque chose qui compte en plus que le plaisir pour avoir une vie haute en bien-être. Et les théories de satisfaction des désirs vont dire, en effet, ce qui compte, c'est de satisfaire ses désirs dans la réalité. Quand on parle de satisfaction d'un désir, on parle pas d'une perception de satisfaction. Et si on était dans la machine, ce serait cette perception-là de satisfaction qu'on aurait. Donc, pour les théories de satisfaction des désirs, ben, ils nous permettent de surmonter cette grosse objection-là aux théories hédonistes qui nous disent que non, il y a quelque chose qui compte encore plus que le plaisir, c'est la satisfaction de nos désirs individuels, nos désirs personnels dans la réalité. Mais une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on doit satisfaire tous nos désirs pour être heureux? Ou est-ce qu'on doit en satisfaire quelques-uns? Est-ce qu'il y a certains désirs qu'on devrait mettre de côté et ne pas satisfaire parce qu'ils pourraient, au contraire, peut-être même nuire à notre bien-être? Ben, c'est une question assez importante qu'on va se poser dans la deuxième section qui est justement, est-ce qu'on a des désirs qui sont défectueux? Ben, en effet, c'est une objection qui est assez fréquente aux théories de satisfaction des désirs qui, ben, souvent on désire des choses même qui sont peut-être pas bonnes pour nous. Parce que le désir, c'est un état mental qui peut être assez rapide, qui peut arriver de manière assez impulsive. On peut avoir des désirs qui sont plus profonds, qui durent plus sur le long terme, mais on peut avoir des désirs un peu intrusifs ou des désirs qui sont pas nécessairement pertinents pour notre bien-être. Imaginez que vous désirez quelque chose de nocif pour vous. Par exemple, boire de l'eau contaminée, ou vous désirez ne pas aller chez le dentiste, ou encore vous désirez quelque chose qui est complètement trivial ou complètement inutile, comme compter des brins d'herbe à longueur de journée, par exemple. Selon les théories de satisfaction des désirs, par contre, ben, si vous satisfaisez vos désirs, votre vie est haute en bien-être, même si c'est des désirs qui sont problématiques. Il y a un petit enjeu ici, c'est pour ça que ça constitue une objection. Donc, à travers les analyses des théories de satisfaction des désirs, les philosophes ont identifié quelques types de désirs problématiques. On peut avoir des désirs qui sont mal informés. Par exemple, on sait même pas que l'eau est contaminée. On peut avoir des désirs qui sont complètement irrationnels. Vous savez que c'est mieux d'aller chez le dentiste, mais vous désirez quand même ne pas y aller. Ou des désirs étranges ou triviaux comme désirer uniquement compter des brins d'herbe. On peut aussi ajouter une certaine catégorie qui est des désirs immoraux, désirer faire des choses qui sont fondamentalement immorales. Mais ici, il y a un enjeu assez important qui mérite d'être mentionné. Ici, on parle de théorisation du bien-être. On parle pas de théorisation morale ou des choses comme ça. Et il y a un autre débat en philosophie du bien-être qui est-ce que satisfaire ses désirs immoraux, c'est bon pour l'individu lui-même? Certains qui vont défendre une théorie de satisfaction des désirs vont dire, ben, si tu désires ça, même si c'est fondamentalement immoral, ce serait quand même bon pour toi. Mais il y en a d'autres qui vont dire, non, la moralité, ça fait partie même du bien-être. Donc, même si tu désires faire quelque chose qui est immoral, si tu satisfais ce désir-là, c'est pas bon pour toi. Il y a un gros débat ici parce qu'il y en a qui disent que dans la philosophie du bien-être, il faut pas rajouter la moralité. On parle de bien-être, on parle pas de moralité, donc de diviser les deux. Mais d'autres vont dire que la moralité est intrinsèquement reliée dans le bien-être. Et ça, c'est un petit peu un retour à Aristote qui disait justement qu'une vie bonne, ben, c'était une vie vertueuse. Donc, c'est une vie morale, tout simplement. Et ça, c'est un enjeu qui est pas nécessairement encore réglé. Donc, si jamais ça vous tente de donner votre avis en commentaire là-dessus, je serais vraiment curieuse de vous entendre. Mais dans tous les cas, je viens de vous présenter des désirs irrationnels, mal informés ou étranges. Ben, on sent qu'on a quand même un petit malaise avec le fait de dire que de boire de l'eau contaminée, si tu le désires, c'est bon pour toi.
Cette objection-là, elle va venir s'attaquer à la valeur normative de la théorie. Parce qu'on va se demander, ouais, mais dans ce cas-là, est-ce que la théorie est capable de nous dire vraiment qu'est-ce qui est censé être bon pour nous? Si au final, elle est en train de nous dire que de désirer boire de l'eau contaminée, ne pas aller chez le dentiste ou des choses qui sont peut-être même pas bonnes pour nous, si on les satisfait, ça devient bon pour nous. Un autre enjeu super important, c'est que nos désirs ont tendance, avec le temps, à s'adapter à notre environnement. Ça, c'est le phénomène qu'on appelle les préférences adaptatives. On doit vraiment ces travaux-là à Amartya Sen, qui est un grand philosophe, un grand chercheur, qui a travaillé sur les préférences adaptatives. Et en gros, ce que ça dit, c'est que nos désirs vont s'ajuster à nos conditions de vie, surtout quand c'est des conditions de vie qui sont difficiles. Avant que Sen développe vraiment plus autour des préférences adaptatives, on peut retrouver une racine de ce concept-là de préférences adaptatives chez l'économiste John Elster, qui a popularisé ce concept-là avec l'exemple du renard et des raisins aigres, des sour grapes. Peut-être que vous avez déjà entendu ce concept-là, mais prenons un exemple plus concret qui va s'appliquer aux théories de satisfaction des désirs. Un exemple classique, c'est celui de Maurice Buchan, qui est un homme qui a été emprisonné à tort pendant 37 ans. On s'entend, c'est comme pas super comme vie, là. Mais pourtant, quand il est sorti de prison, après 37 ans d'emprisonnement à tort, il disait être satisfait de sa vie. Mais en tant que théoricien ou théoricienne du bien-être, il faut se questionner, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une bonne vie? Est-ce que c'est une vie qui est souhaitable? Ou encore, des personnes qui sont en situation de guerre ou de famine vont finir par s'adapter souvent à leur environnement. Donc, si par exemple, on est dans un pays en guerre actuellement et qu'à cause des conditions extrêmement difficiles autour de nous, on finit par développer très peu de désirs, par exemple, se nourrir, survivre, que ses proches meurent pas, des désirs qui sont vraiment de base, mais vraiment très faibles aussi. Est-ce que si on satisfait tous ces désirs-là, ça veut dire qu'on a une vie qui est bonne? Ça veut dire qu'on a une vie qui est souhaitable, une vie qui est épanouie, florissante, haute en bien-être? Nos intuitions ordinaires nous diraient que non. Mais l'enjeu ici, l'objection, en fait, c'est que, dans ce cas-là, les théories de satisfaction des désirs diraient que oui, t'as une vie très haute en bien-être. Si t'as ce désir-là et que tu le satisfais, c'est bon pour toi. Mais ça prend pas en compte ce concept-là de préférence adaptative qui fait que dans un certain environnement donné, on peut finir par développer des désirs qui sont spéciaux, qui sont peut-être pas optimales pour notre bien-être, mais qu'en réalité, si on les satisfait, tout est beau. Un autre exemple assez classique, c'est celui de l'esclave heureux. Il y a beaucoup de recherches en sociologie qui ont démontré que quand on est dans une situation oppressive, on finit par accepter notre situation, mais en plus, on finit par désirer que les choses restent intactes parce que c'est une forme de sécurité dans laquelle on est. Donc, si un esclave finit par s'adapter à sa situation d'esclavagisme et qu'il y a des désirs comme respecter son maître, être nourri, ne pas trop être blessé, et que ces désirs sont fondamentalement ça, est-ce que s'il satisfait tous ces désirs, on peut dire que c'est une bonne vie? Encore une fois, intuitivement, on devrait dire non, mais pourtant, les théories de satisfaction des désirs vont nous dire que oui. Et c'est là que ça coince pas mal. Parce que ces exemples-là vont nous montrer que le contexte limite parfois nos désirs et que la satisfaction de ces désirs-là garantit pas un bien-être véritable. Ici, on va toucher à une faiblesse descriptive de la théorie parce qu'elle rend pas toujours bien compte de notre réalité humaine. Mais par contre, les personnes qui vont défendre des théories de satisfaction des désirs vont pas s'en arrêter là. Ils vont essayer de trouver une solution pour peut-être raffiner un peu la théorie pour qu'elle puisse exclure ces désirs-là qui sont pas bons. Oups, désolé, j'interromps 2 secondes pour un message d'intérêt général. Si vous aimez la réflexion à date, je vous invite à vous abonner. On est juste au début de la vie bonne, puis je vous garantis que vous voulez pas manquer ce qui s'en vient. Puis en plus, ça m'aide énormément. Donc sur ce, merci de le considérer et de retour aux choses vraiment intéressantes que je disais. Donc, ce que je disais, c'est que si, justement, on a des désirs qui sont problématiques et que la satisfaction de ces désirs-là ne doit pas être compris dans le bien-être, du moins c'est ce que nos intuitions sur le bien-être nous disent, certains philosophes vont amener une certaine condition que le désir doit remplir pour être considéré comme bon pour la personne. C'est ce qu'on va appeler les théories de désir idéalisé. Donc, ça va être un certain type de désir qui va être pertinent pour le bien-être de la personne. Dans ce cas-là, ça nous permet de ne plus dire que tous les désirs sont bons pour tout le monde. C'est seulement un certain type de désir qu'on doit considérer pour le bien-être. Un philosophe qui a fait une grande contribution là-dedans, c'est le philosophe Donald Bruckner. Bruckner va proposer une solution au problème des désirs défectueux, qui est qu'un désir contribue à notre bien-être seulement si on est capable de le justifier auprès des autres. Donc, il va rajouter ce qu'il va appeler une condition minimale de responsabilité. C'est-à-dire être capable d'expliquer pourquoi l'objet de notre désir est, pour nous, désirable. Si une personne veut un risotto aux champignons, par exemple, et qu'elle peut expliquer pourquoi elle désire ça, ce désir-là va compter. Si elle peut pas l'expliquer, alors ce désir-là a pas d'impact sur son bien-être et il y a pas d'avantage pour elle de le réaliser ou de le satisfaire. Plus précisément, Bruckner le formule comme ça. L'individu qui désire une chose est responsable envers les autres dans la mesure où il satisfait à une attente normative selon laquelle il est capable de justifier son désir auprès des autres. De plus, celui-ci doit être capable de rendre compte de son désir au sens socratique de logos, dans lequel il fournit une raison ou une justification à son désir.
Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, quand Bruckner dit que quelqu'un doit pouvoir rendre compte de son désir au sens socratique de logos, dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est que la personne doit être capable d'expliquer de façon raisonnée pourquoi elle désire cette chose-là. Il suffit pas juste de dire « je désire ça parce que j'ai envie de ça ». Il faut pouvoir donner une justification, un peu comme on le fait dans une discussion sérieuse où on essaie de faire comprendre à quelqu'un pourquoi notre désir a du sens. Et c'est ça qu'on va appeler le logos chez Socrate, donc l'art de rendre ses pensées claires et compréhensibles par les autres. Par exemple, si je dis « je veux apprendre à jouer le piano » et qu'on me demande pourquoi, je pourrais répondre que parce que j'aime la musique et que ça me rend heureuse de progresser dans un art, par exemple. Ça serait une explication de type socratique. Donc ici, Bruckner va dire simplement que pour qu'un désir compte vraiment, pour le bien-être, il faut que la personne soit en mesure de l'expliquer de manière raisonnable et intelligible aux autres. C'est un peu ce genre de théorie-là qu'on va appeler peut-être des théories de désirs idéalisés, donc des désirs qui seraient idéaux. Pour Bruckner, ça va être des désirs qu'on est capable de justifier. Et l'objectif derrière ça, c'est de pouvoir se débarrasser de désirs défectueux, de désirs qui seraient problématiques. Ce type d'ordre-là dans les désirs, qu'il y a des désirs qui sont bons, des désirs qui sont moins bons, ça rappelle un concept super intéressant d'un philosophe qui s'appelle Harry Frankfurt, qui est vraiment une sommité dans la théorisation au niveau du désir, qui amène l'idée de désir de second ordre. Donc, il amène l'idée d'une hiérarchie dans nos désirs. Certains pourraient dire que tous les désirs sont égaux. C'est un état mental de désir et tous nos désirs sont au même niveau. Mais pensez à cette situation-là. Si par exemple vous êtes un fumeur ou vous êtes une fumeuse et que vous désirez arrêter de fumer, il y a de fortes chances que pendant votre parcours d'arrêt de fumer, vous ayez à un certain moment le désir de fumer. Donc là, on se trouve avec deux désirs, le désir d'arrêter de fumer et le désir de fumer. Comment faire de l'ordre là-dedans? Frankfurt va nous dire justement qu'on a des désirs de premier ordre et des désirs de second ordre. Les désirs de premier ordre, c'est des désirs immédiats qui vont inciter l'individu à prendre action ou à faire quelque chose. Comme par exemple, j'ai envie de fumer une cigarette maintenant, j'ai envie de prendre une deuxième part de gâteau. Tandis que les désirs de second ordre, ça va être des désirs plus réfléchis qui vont porter sur les désirs de premier ordre. Les désirs de second ordre vont impliquer plus de réflexion parce qu'ils vont porter sur ce que l'individu désire désirer. Par exemple, je pourrais avoir un désir de premier ordre qui est de fumer une cigarette maintenant, mais je pourrais avoir un désir de second ordre qui est que je désire ne pas désirer fumer. Et dans ce cas-ci, Frankfurt dirait que ce qui représente réellement l'individu, ce sont ses désirs de second ordre et non ses désirs de premier ordre. Donc pour Frankfurt, même si c'est pas vraiment prononcé au niveau de la théorisation du bien-être, on pourrait dire que s'il défendait une théorie de satisfaction des désirs, ce serait une théorie de satisfaction des désirs de second ordre. Et ça revient un petit peu à la condition minimale de responsabilité de Bruckner. Et ce modèle-là, présenté par Frankfurt, c'est un modèle hiérarchique, donc qui implique qu'il y a des désirs plus importants ou meilleurs que d'autres. Et le fait de mettre un critère comme ça, le fait de segmenter, le but, c'est d'essayer d'éliminer les désirs qui sont défectueux. Mais est-ce que ça règle vraiment le problème? Si on se ramène au phénomène de l'esclave heureux, est-ce que le fait d'amener une condition minimale de responsabilité, ça règle absolument tout? Si l'individu finit réellement par ses préférences adaptatives s'adapter à sa situation, peut-être qu'il sait même pas que cette situation-là est pas bonne pour lui. Même chose pour la position des femmes dans certains pays qui sont vraiment soumises ou dans un système patriarcal, où ils peuvent même pas laisser aller leurs intérêts ou peuvent même pas aller à l'école. Si c'est tout ce qu'ils ont connu, puis ils se sont fait dire que c'est comme ça la vie, puis ils finissent par aimer cette vie-là et satisfaire les désirs qu'ils ont dans ce système-là, est-ce qu'on peut quand même qualifier leur vie de bonne, d'épanouie, de florissante? Peut-être pas. En bref, justifier un désir implique pas nécessairement que ce désir-là est bon pour nous. On peut le justifier, même si en réalité, il est peut-être pas très bon pour nous. Fait que oui, les théories de satisfaction des désirs sont intuitives, mais peut-être que le désir, c'est un état mental qui est encore trop fragile et qu'on a peine à s'identifier à nos désirs. Et c'est pour ça que certains vont préférer tendre vers des théories de réalisation de valeur. Et c'est ça qu'on va voir dans les prochains épisodes. Mais avant de passer à ça, on va essayer de voir c'est quoi vraiment les avantages des théories de satisfaction des désirs, puis c'est quoi les désavantages, puis voir peut-être pour vous, est-ce que les avantages vont vraiment venir compenser les désavantages et que de penser le bien-être en termes de satisfaction de désir, ce serait peut-être la meilleure façon de faire. Et honnêtement, les théories de satisfaction des désirs, je vous dirais, dans les théories subjectivistes du bien-être, ce sont les plus populaires. Il y a énormément de philosophes du bien-être qui vont le théoriser à travers la satisfaction des désirs. Que ce soit une satisfaction de désirs idéalisés ou avec certaines conditions et tout, c'est des théories qui sont extrêmement populaires. Donc, quels avantages on a pour les théories de satisfaction des désirs?
Ben, premièrement, elles vont reconnaître l'importance de nos objectifs puis de nos projets personnels. Comme je l'ai dit, on est des créatures qui vont chasser les objectifs, on enfile un objectif après un autre. Ça peut être des petits objectifs, mais tout de même, ça fait partie de notre manière de fonctionner en tant qu'être humain et les théories de satisfaction des désirs, ben, rendent vraiment très bien compte de cette intuition-là. Ensuite, ces théories-là vont contourner l'objection de la machine à expérience, ce qui est super important parce qu'on veut une théorie qui est capable de rendre compte de l'intuition que une vie seulement remplie de plaisirs subjectifs et d'expériences mentales comme ça, c'est pas nécessairement la vie qui est la meilleure en bien-être. Le plaisir, ça peut y contribuer, mais le bien-être peut pas se réduire au plaisir et ça, les théories de satisfaction des désirs nous permettent de surmonter cette objection-là. Ensuite, ben, comme je l'ai dit, c'est des théories qui sont super intuitives et qui sont super pratiques aussi dans le monde. Donc, en économie, ont des super bonnes retombées, dans les politiques publiques aussi. Donc, c'est des théories qui sont faciles à comprendre et qui rendent globalement très bien compte du concept de bien-être. Toutefois, ben, ils ont certaines limites, évidemment, donc elles ont peine à distinguer les bons désirs des mauvais. Je pense que ça, c'est le plus gros problème. C'est ce qu'on va appeler parfois l'erreur substantielle, c'est-à-dire qu'il y a une erreur au niveau du désir lui-même. Le désir lui-même est néfaste, le désir lui-même est pas bon, mais la théorie est pas capable d'arriver à la conclusion que ce désir-là, c'est pas bon pour toi de le satisfaire. On peut ajouter la condition minimale de responsabilité, mais en même temps, si j'ai vraiment un désir, même s'il est pas bon pour moi, je vais probablement être capable de trouver des raisons pour le justifier, ce qui fait qu'en réalité, c'est pas parce qu'un désir est justifié qu'il devient bon pour le bien-être. Ensuite, ben, comme on l'a mentionné, elles vont pas tenir compte du contexte d'oppression ou de manipulation. Il faut qu'une théorie puisse dire non, ça c'est mal, même si t'es dans un contexte oppressif, et que tu désires cette chose-là, même si tu la désires, c'est pas une chose qui est bonne pour toi. Donc, on aimerait avoir une bonne théorie du bien-être qui est capable de rendre compte du phénomène des préférences adaptatives. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment les deux plus grosses objections, parce que, overall, les théories de satisfaction des désirs, c'est des théories du bien-être qui sont très satisfaisantes. Donc, oui, les théories de satisfaction des désirs sont séduisantes, mais avec ce qu'on vient de voir, ils semblent un peu imparfaites, ils semblent manquer certains éléments pour vraiment bien rendre compte du concept de bien-être. Ces théories-là vont capter une intuition qu'on a par rapport au bien-être qui est évidente. On a tendance à vouloir désirer ou poursuivre des buts, mais tout ce qu'on désire, tout ce qu'on a comme objectif est pas nécessairement bon pour nous. Et ça, ben, c'est là que les théories bloquent à aller plus loin. Ça nous amène à d'autres réflexions à dire, ben là, est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus loin? Est-ce qu'il y a des choses même que on voudrait dans notre vie qui en réalité seraient pas directement reliées à une forme de satisfaction? Comme par exemple réaliser une valeur qui sur le coup nous fera peut-être pas sentir bien, mais le fait qu'on réalise cette valeur-là contribue à notre bien-être. Comme la fameuse phrase de John Stuart Mill qui nous disait « Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un porc satisfait » ou un imbécile satisfait ou quelque chose comme ça. C'est une phrase qui est intéressante parce que ça amène à la réflexion de dire Socrate qui représentait pour Mill un peu l'apogée de la réflexion, du raisonnement, de la sagesse. Donc tout ça aurait peut-être une valeur plus grande que la simple satisfaction de désir. Ce qui nous amène à réfléchir peut-être à des théories de réalisation de valeur. Parce qu'on peut avoir la valeur de la réflexion, par exemple, qu'en réalité, peut-être que dans le quotidien, ça apporte pas une grande satisfaction ou beaucoup de plaisir, mais au niveau de la réalisation de cette valeur-là, c'est ce qui contribue réellement à notre bien-être. Peut-être même que les théories de réalisation des valeurs vont nous permettre de surmonter le problème des désirs défectueux. Donc peut-être qu'il faut chercher une autre voie ou une théorie qui prendrait en compte à la fois nos désirs, mais aussi notre réalité, et ce qui, ben, à long terme, va donner un véritable sens à notre vie. Et peut-être que les théories de réalisation des valeurs vont réussir à faire ça. Mais ça, on va le voir dans le prochain épisode. Avant de terminer, je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin dans l'application concrète de tout ce qu'on discute en ce moment pour avoir un réel impact dans votre vie et avoir un niveau de bien-être encore plus élevé, ben, j'ai développé une forme de cours sous forme d'un défi de 10 jours pour vous aider à mettre vraiment en application tout ce qu'on parle de manière un petit peu plus théorique dans la vie bonne. Ça implique des exercices guidés, du contenu appliqué à intégrer au quotidien, en plus d'un kit Evexia livré chez vous pour vraiment vous aider dans votre développement. Le tout pour un prix similaire à un souper au resto. Parce que réfléchir ici, oui, c'est bien, mais appliquer, c'est encore mieux. Si vous voulez vraiment vous développer et élever votre niveau de bien-être, il faut absolument mettre ça en pratique dans le quotidien. Et c'est ce que ce petit cours-là va vous aider à faire. Fait que si jamais ça vous parle, allez au cabinetavexia.com. Toutes les infos sont là-bas. Sur ce, je serais curieuse aussi de savoir en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé des théories de satisfaction des désirs. Est-ce que vous pensez que c'est une théorie qui est meilleure que l'hédonisme? Est-ce que vous pensez que l'hédonisme est meilleur? Ou est-ce que rendu là, il faut absolument tendre vers quelque chose d'objectiviste parce qu'on dirait que le subjectivisme semble avoir beaucoup de problèmes? Je suis curieuse de vous entendre là-dessus et sur ce, on se voit dans le prochain épisode.
À bientôt. Oh oui, puis avant de finir, vous savez, en tant que consommateur, consommatrice de contenu, les gens vous demandent sûrement souvent de vous abonner, d'aimer la vidéo ou de commenter. Ben, j'ai envie de vous demander la même chose, mais vous savez, en philosophie, tout est une question d'argument. Fait que je vais vous donner 2 arguments pour vous convaincre d'interagir avec la vidéo ou de vous abonner, puis si je vous ai convaincu, ben, vous savez quoi faire. Premièrement, participer à la discussion, c'est déjà philosopher et vous êtes ici pour ça. Un commentaire ou un j'aime, ça vous permet de faire une petite contribution à la grande conversation dans laquelle on est en ce moment et qui nous bénéficie à tous et toutes. Deuxièmement, je dirais que vous abonner, c'est comme poser une première pierre vers une vie plus réfléchie. Aiguiser son esprit critique, développer ses connaissances, c'est à la base d'une vie bonne, puis vous abonner, ben, ça vous met déjà sur la bonne voie. Puis entre vous pis moi, ben, ça va être pas mal plus fun que lire la République de Platon. Oh, puis regarde, si je t'ai pas convaincu, tu peux toujours t'abonner par charité. Je vais le prendre quand même. À bientôt.